Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Option Région. Aujourd'hui, on parle de démocratie, de culture, de politique, de MRC, d'idées géniales et on a la première partie de l'entrevue avec Pierre Curzi, qui est l'ancien président de l'Union des artistes et ancien député. Très intéressant comme entrevue. On commence par l'actualité. On parle dans le Journal de Québec. On a un texte d'Antoine Robitaille, puis c'était aussi dans le Devoir aussi de cette semaine, un texte dans lequel on parle d'un essai politique qui a été écrit par un jeune auteur québécois qui s'appelle Hugo Bonin. Et le titre de son volume, c'est « La démocratie hasardeuse ». Et lui, qu'est-ce qu'il suggère, Hugo Bonin? C'est de remplacer les élections par le tirage au sort. Bon, à première vue, ça peut paraître un peu fou, comme on dit, mais quand on lit le volume, puis quand on regarde tout ce qui est écrit, finalement, c'est qu'il y a quand même des idées intéressantes là-dedans. Et je pense que ça vaut la peine qu'on examine tout ça. D'abord, quand on regarde le taux de participation aux élections, on vient d'avoir une élection partielle au fédéral là, dans le comté Lac-Saint-Jean, 40 des gens qui sont venus voter. Dans l'autre comté où il y avait une élection partielle en Alberta, à Sturgeon River, il y a eu 23 de participation, complètement fou. Et ce que ça veut dire, ça, c'est qu'aujourd'hui, avec une quantité de vote extrêmement minime, tu peux être député, même, puis les gouvernements, avec 35 du vote, peuvent devenir majoritaires, alors qu'il y a le 2 tiers du monde qui n'a pas voté pour eux autres. Ça fait que notre système électoral est quand même à questionner. De plus, l'auteur nous rappelle que dans les premières démocraties, il y a quelques milliers d'années, à Athènes, entre autres en Grèce, c'est que les dirigeants étaient tirés au sort. C'est comme ça qu'on faisait ça. Il nous rappelle aussi qu'on utilise le tirage au sort pour des choses quand même très importantes, comme la nomination des jurés. C'est qu'à ce moment-là, c'est tiré au sort et même des fois, ça remet en question, là, pas la vie parce que nous autres, on n'a plus la peine de mort, mais les jurés ont à décider si les gens sont coupables ou non coupables, puis c'est extrêmement important. Et ça fonctionne quand même très bien et c'est tiré au sort. Souvent, dans nos démocraties, on prend des décisions trop rapidement, sans délibérer, puis que dans le fond, il y a de moins en moins de gens qui ont confiance dans le monde politique. La conclusion de tout ça, c'est qu'il va falloir un jour ou l'autre changer notre système qui ne répond plus, à mon avis, à une véritable démocratie. Est-ce qu'on doit abolir les élections puis tout faire ça par tirage? Je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Il faudrait peut-être y aller progressivement, comme on dit. Je pense que c'est une idée suffisamment porteuse pour qu'on en fasse l'expérimentation. On pourrait commencer par le tirage au sort des sénateurs. Présentement, c'est des cadeaux politiques. Ce n'est pas très démocratique. Je pense que ça pourrait nous donner une idée de ce que ça peut donner. Il y a aussi, parmi les avantages du tirage au sort, c'est que présentement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas représentés dans les assemblées nationales ou les chambres des communes. Là. Si on regarde au Québec, les députés qu'on a, les 4 métiers qui sont le plus représentés, c'est d'abord les gestionnaires de toutes sortes d'affaires, les avocats, les chefs d'entreprise, puis les journalistes. Alors que dans la société, il n'y a pas juste ça comme métier, là, c'est qu'au Parlement, des infirmières, des agriculteurs, des professeurs, il n'y en a pas tant que ça, des travailleurs d'usine encore moins. Alors que le tirage au sort nous permettrait d'avoir une espèce d'équilibre ou d'équité parmi les différents métiers. Un autre élément à considérer, c'est que dans les endroits où il y avait le tirage au sort, c'est qu'une fois nommés par tirage au sort, les gens n'avaient pas la décision finale. Les citoyens pouvaient, d'une part, leur demander de discuter de différents sujets. C'est les citoyens qui pouvaient suggérer ce qui est important. Un dernier élément qui est positif par rapport au tirage au sort, c'est qu'actuellement, les femmes sont sous-représentées dans le monde politique. S'il y avait un tirage au sort, normalement, on peut penser que ce serait beaucoup plus équitable. Il devrait avoir par tirage au sort 50-50. C'est un autre avantage assez intéressant. Le tirage au sort, je pense qu'on pourrait s'en servir. Si on voulait se faire une constitution régionale, on pourrait tirer au sort les gens qui vont participer à écrire cette constitution-là. Je pense que ce serait une bonne façon d'évaluer tout ça et je pense qu'on pourrait avoir des résultats assez étonnants. Autre sujet d'actualité, dans la revue L'Essentiel, c'est sur le cerveau et la psycho, il y a un numéro spécial qui s'appelle « Libérer votre créativité ». Et ce sont des scientifiques qui nous donnent des solutions pour être capables d'avoir des idées géniales.
Parce que dans le fond, vous savez, chaque fois qu'on trouve une solution, on est content. Ça veut dire qu'avoir une idée, ça nous fait du bien. Comment est-ce qu'on fait pour en avoir plus souvent? Bien, il y a une recette, semble-t-il. D'abord, selon les scientifiques, il faut garder l'esprit ouvert. Bon, il ne faut pas être fermé, comme on dit. Il faut aussi développer une expertise dans un domaine. On ne peut pas s'inventer dans rien là, tout d'un coup. Là. Il faut quand même se spécialiser dans un domaine. Il faut aussi penser à d'autres choses. Il ne faut pas être concentré uniquement sur notre problème ou sur notre domaine. Il faut être capable d'avoir l'esprit qui vagabonde, comme on dit. Il paraît que notre cerveau travaille plus quand on pense à rien que quand on pense à quelque chose. Il paraît qu'il y a plus de neurones d'activer quand on essaye de faire le vide et que là, c'est productif. Dans cet esprit-là, que c'est quand on est dans la Lune qu'on rêvasse qu'on est capable de trouver des solutions. Ils disent que la pire des choses pour trouver une solution à notre problème, c'est de ne pas arrêter d'y penser. Vous savez, là, quand on cherche quelque chose et qu'on ne le trouve pas, il faut arrêter, puis tout d'un coup, ça revient. Un des meilleurs conseils, semble-t-il, qu'on peut avoir pour avoir des idées géniales, c'est de faire la sieste. Il paraît que quand on est reposé, on a plus de chances de trouver des belles solutions, des bonnes solutions. Il faut être conscient que quand on est plusieurs, il y a plus de chances d'arriver à des meilleures solutions. Il existe ce qu'on appelle l'intelligence collective. Quelqu'un propose quelque chose, l'autre l'améliore et finalement, il y a une bonification des solutions quand on est plusieurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on croit avoir l'idée du siècle? Bien, il faut en parler. Je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. C'est que de temps en temps, quand j'étais député, il y a des gens qui venaient me voir et qui avaient toujours une idée miraculeuse là, qui était géniale, semble-t-il. Puis là, les gens me demandaient d'avoir de l'argent pour ça. Puis quand je leur demandais de me raconter leur idée, ils me disaient « Je ne peux pas t'en parler parce que j'ai peur de me faire voler mon idée. » Ça fait que là, je leur disais une phrase que mon père m'avait dit à plusieurs reprises. Il m'avait dit « Une idée, c'est 1 % du projet. Le reste, c'est l'ouvrage qui va avec. » Bien, il disait, tu peux te faire voler ton idée, mais tu ne te feras jamais voler l'ouvrage qui va avec. Petite chronique, les choses qui m'achalent. Cette semaine, ce qui m'achale, c'est les groupes qui ont la vérité pure. Vous savez, là, ceux-là qui sont parfaits. Puis parmi eux, il y a entre autres certains antiracistes qui ne sont pas capables d'accepter qu'il y a d'autres gens qui ne pensent pas comme eux, qui mélangent nationalisme et racisme, qui décident qu'un drapeau des patriotes québécois, c'est raciste, et que tout ce qui se rattache à la culture québécoise, c'est raciste. Franchement, ça me tombe sur les nerfs. Parce qu'avant d'être antiraciste, il faut d'abord être démocratique. Il faut être capable d'accepter qu'il y ait d'autres gens qui ne pensent pas comme nous autres. Ce n'est pas en faisant constamment des leçons aux autres qu'on améliore une société. C'est en acceptant l'idée que personne n'a la vérité, puis que c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions. Il faut, somme toute, être capable de faire des compromis sans faire des compromissions sur nos valeurs fondamentales. Puis au Québec, si on veut se doter d'un projet commun, bien, il va falloir que tout le monde y mette du sien. Autant les nouveaux arrivants qui doivent s'intégrer à leur nouvelle culture sans perdre la leur, et tout autant comme les Québécois de souche qui doivent s'ouvrir aux cultures des autres tout en conservant la leur. On passe maintenant à l'entrevue de Pierre Curzi. Pierre Curzi, c'est un homme qui a plusieurs flèches à son arc, en plus d'être un des acteurs qui a joué dans d'innombrables rôles à la télévision, au cinéma, au théâtre. Il a été également président de l'Union des artistes. Il a été aussi membre fondateur du Grand Cirque ordinaire et il a été député du Parti québécois dans la circonscription de Bordua. Il collabore actuellement à l'émission de Paul Arcand qui s'intitule « Puisqu'il faut se lever ». Il forme avec Mario Dumont ce qu'on appelle la commission Curzi-Dumont, où il débat de sujets d'actualité. Bonjour Pierre, puisqu'on a siégé ensemble comme député, je crois qu'on peut se tutoyer. Ça va bien toi Pierre? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. OK. On commence l'entrevue. Je pense qu'on ne peut pas commencer l'entrevue sans te demander quel est le rôle que tu as joué qui t'a marqué le plus et pourquoi, parmi tous les rôles que tu as joués, que ce soit au cinéma ou au théâtre, là, quel est le rôle qui t'a marqué le plus? Ben,
Écoute, il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui ont été marquants pour moi. C'est celui de Napoléon dans la famille Plouffe. Ça a été marquant parce que c'est le début, moi, de ma carrière au cinéma. Puis aussi, c'est un personnage que j'aimais beaucoup. Un personnage d'ouvrier, assez généreux. Puis, à mon sens, très typique dans lequel beaucoup de Québécois peuvent se reconnaître. Ça a été un personnage important. Il y en a un autre qui a été celui que j'ai joué dans le déclin de l'Empire américain, qui était totalement à l'opposé, mais qui, lui, était un professeur d'histoire, un intellectuel, mais un personnage qui faisait un petit peu le bilan de l'époque dans laquelle il vivait. Ces deux personnages-là, c'est comme, disons, les deux facettes d'une personne qui me ressemble. Je suis à la fois un gars travailleur qui aime la terre, la réalité, la matière, la pêche, bien concret. Puis je suis aussi, d'un autre côté, une sorte d'intellectuel qui aime bien discuter, réfléchir et lire et avoir donc une activité intellectuelle. Je dirais que c'est les deux personnages qui m'ont le plus marqué dans ma vie. OK. Ben, en plus de ça, c'est que tu as fait de la politique. Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans la politique? Moi, ce que j'ai aimé beaucoup dans la politique, c'était la compréhension que la politique permet des différents mécanismes dans une société. Moi, je suis un homme curieux, puis je me disais, voilà enfin une occasion. Puis en politique, tout comme toi, j'imagine, on apprend beaucoup de choses. On apprend comment ça fonctionne, comment la société fonctionne dans tous les domaines. C'est très large. Ça va de l'économie aux familles, au transport. On est plongé dans les dossiers, puis à chaque jour, on apprend. Ça m'a plu. Ce que j'aurais aimé beaucoup, c'est pouvoir goûter au pouvoir au sens où, plutôt que de rester comme député et d'agir comme député, avoir le pouvoir d'être à l'intérieur d'un gouvernement qui dirige, mais ça ne s'est pas passé pour moi. C'est ça, j'ai bien aimé ça. J'ai beaucoup aimé aussi le travail de député, à la fois dans les relations avec les citoyens, ça j'aimais ça, et puis aussi dans tout le travail, parce que moi j'ai fait beaucoup de travail comme député sur le dossier de la langue essentiellement, et ça a été des moments extrêmement enrichissants, puis je pense des moments utiles aussi pour la collectivité. Mais c'est vrai ce que tu dis, qu'on s'aperçoit en étant député que la société, c'est un peu plus complexe qu'on pourrait le penser. Mais il y a des choses que tu as aimées, mais il y a des choses probablement que tu as moins aimées. Qu'est-ce que tu as le moins aimé en politique? Ce que j'ai le moins aimé, il y a toute la structure de la façon dont la politique s'exerce au Québec et c'est des mécanismes qui datent de l'Angleterre de 1500 quelque chose. Là, notre système parlementaire, il est britannique et il est complexe. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire. Pas seulement juste au niveau du vote, mais au niveau de la représentation. Comment ça se passe en chambre et tout ça. Fait qu'il y a bien des choses que j'aurais personnellement améliorées. Je comprends ce système-là, puis je sais que c'est des règles auxquelles on peut s'adapter. Ce que j'ai trouvé difficile, évidemment, ça a été d'avoir des lignes de parti qui sont pas toujours en accord avec les principes ou nos valeurs. Et là, on est obligé de se lier à ces lignes de parti-là par solidarité. Puis, à un moment donné, c'est ça, l'élastique s'étire beaucoup. Puis, on ne sait plus trop là si il faut être, fidèle à une ligne de parti ou fidèle à ses propres convictions. Alors, cet aspect-là est un petit peu tannant. Je ne suis pas un être très obéissant. J'ai pas trop aimé les rapports d'obéissance qu'on attendait de nous comme députés. Aujourd'hui, tu animes une émission avec Mario Dumont tous les matins. Là. Puis, est-ce que tu crois que tu as plus d'influence en étant chroniqueur ou collaborateur dans une émission dans les médias que lorsque tu étais député? Ce qu'il y a de vrai avec cette émission-là, c'est l'émission de Paul Arcand.
Et je sais que Mario et moi, le matin, pendant une demi-heure, on parle à de très nombreuses personnes. Puis là, c'est l'émission qui est la plus écoutée, je pense, au Canada. Fait qu'on on doit avoir à peu près, semble-t-il, selon les sondages, on rejoint à peu près 230 000 personnes à tous les matins. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a pas, à la longue, une sorte d'influence sur l'opinion publique. Mais c'est sûr que ça dure une demi-heure, puis après ça, les gens oublient ça. Mais il y a un cumul là, qui fait que, oui, on a, je pense, une petite influence dans l'opinion publique. Mais c'est sûr que, donc, on pourrait dire que je suis plus efficace là que comme député, parce que comme député, j'avais pas autant disons, de public quotidien. Sauf que si une loi ou un projet de loi ou passe, ça va rejoindre beaucoup plus de gens puis d'une façon beaucoup plus permanente qu'une émission de radio. Donc, voilà, c'est la différence entre les deux. Ça fait que c'est pas vraiment comparable. Une s'adresse donc à un public ciblé quotidiennement sur lequel on peut avoir ou pas une petite influence, tandis que si on est en mesure d'avoir une loi ou un projet de règlement ou une politique au niveau du gouvernement, ben là, on rejoint l'ensemble de la population. Fait que je dirais que c'est deux ordres de valeur. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'au Parlement, il y a beaucoup plus de pouvoir, mais c'est beaucoup plus lourd pour pouvoir amener des changements. C'est comme... c'est deux mondes, comme tu disais. Bon. Ouais, c'est infiniment long, tu sais, tu t'en souviens. Moi, j'avoue que quand je fais le bilan, j'ai passé 5 ans et demi comme député, là, élu, et si je fais le bilan, si j'enlève, disons, ce que j'ai fait comme travail sur la langue, puis ça, je l'ai fait je l'ai fait comme député. Donc, dans mon bureau, essentiellement, chez moi. Si j'enlève ça, ben, le bilan, il reste pas grand-chose. On était dans l'opposition, tu t'en souviens. Puis, bon, on était en commission parlementaire, on travaillait fort, on était en relation avec nos citoyens de notre comté. Ça, c'est indéniable, mais je peux pas dire qu'on ait changé beaucoup de choses d'une façon notable au niveau du Québec. Là. Fait que c'est ça. Je trouve que, comme tu dis, ça prend une très longue patience. Puis, il n'y a pas juste la patience, ça prend le pouvoir aussi. Il faut qu'à un moment donné, ton parti, le parti dans lequel tu es, prenne le pouvoir s'il veut que les changements qu'il prône puissent arriver. Là. OK. Tu as parlé de la langue, c'était ton dossier. Bon, tu as toujours été très préoccupé par la question de la langue française au Québec. Il y a même des gens qui croyaient que tu étais opposé au bilinguisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ta position justement sur le bilinguisme? Oh, moi, je ne suis pas opposé au bilinguisme. Tant mieux si les gens parlent une langue. Moi-même, je suis bilingue. Je parle vraiment couramment l'anglais. Et puis, j'apprends de plus en plus l'italien. Je suis quasiment trilingue. Tant mieux pour les gens. La connaissance des langues, c'est une richesse. Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit réelle. Là, pas juste une surface. Là, c'est le fun d'apprendre une langue profondément. Non, la différence est bien claire. C'est que tant mieux si les individus sont bilingues. Au Québec, ce qu'il faut préserver, c'est que la langue commune, ce soit le français. Puis malheureusement, bon, c'est quelque chose qui existe chez vous, puis un peu partout. Les gens se parlent, ils se comprennent parce qu'ils parlent la même langue. Mais si des gens viennent à Montréal, de moins en moins, c'est de plus en plus bilingue. Et c'est juste que dans les langues, quelles qu'elles soient, là, quelles qu'elles soient, il y a un combat. Puis la langue du plus grand nombre, c'est celle qui finit par gagner. Or, comme nous autres, on est un petit groupe dans une majorité anglophone, il faut prendre tous les moyens possibles si on veut préserver notre langue. Si on veut la préserver, il faut imposer le fait que ce soit la langue commune de tout le monde. Que les gens parlent de 2, 3, 4, 10 langues, c'est très bien, mais que la langue commune de communication de tout le monde dans une société, ce soit la même. Et dans ce cas-ci, il faut que ce soit le français, ou alors on accepte d'être assimilé et de ne plus avoir la langue française pour nous définir. Moi, je pense que si on acceptait ça collectivement, je pense que ce serait une perte pour nous et puis
pour les autres aussi. Parce que le français en Amérique, c'est certainement une richesse. Ça. C'est pas un défaut, c'est pas un tort. Au contraire, c'est quelque chose qui enrichit. Mais est-ce qu'on pourrait résumer ça en disant que, dans le fond, tu es pour le bilinguisme individuel, par le biais des individus, mais pas pour un bilinguisme d'État? Exact. Moi, je suis opposé au bilinguisme d'État farouchement. Puis toute la loi 101 était beaucoup plus sévère. Puis c'est parce qu'il y a eu des attaques incessantes contre la loi 101 que graduellement, par exemple, il y a plein de choses qui sont devenues bilingues. Mais là, ce qui se passe à Montréal, c'est puis le gouvernement actuel ne fait aucun effort, mais c'est clair qu'on s'en va vers un bilinguisme intégral à Montréal. Et ça veut dire que dans un certain nombre d'années, la langue anglaise va devenir la langue commune à Montréal. Quelqu'un maintenant à Montréal peut vivre entièrement en anglais. Il peut travailler, il peut tout faire, puis tant mieux pour lui, là, j'y en veux pas. Mais ça va devenir à un moment donné impossible de faire sa vie uniquement en français. Parce qu'il y a des grands morceaux de travail, tout ça, qui vont nous échapper. Ça va devenir un désavantage d'être unilingue francophone. Alors que dans tous les pays du monde, si tu parles la langue de ton pays, ben t'es correct. Mais ici, ça commence à être de moins en moins vrai. Autrement dit, tu vas être obligé d'être bilingue bientôt, pas parce que tu parles pas le français, mais parce que tu n'auras pas la vie que tu veux si tu parles juste le français. Et ça, c'est dommage parce qu'on avait réussi à dire qu'en français, tu pouvais vivre. La question de la semaine nous provient de Yannick Tremblay. On l'écoute et on y répond par la suite. Oui, bonjour Denis. Je trouve ça très intéressant, moi aussi, l'idée que les MRC aient leur propre façon d'exprimer leur volonté, de se prendre en main, mais tout ça, ça nous amène à une question importante. Est-ce qu'une MRC peut faire comme Canadian Tower, aller voir ce qu'il faut qu'elle voit, puis dire, moi je veux ma banque, puis je veux prêter à qui je veux, au taux que je veux? La question de Yannick, c'est est-ce que les MRC pourraient devenir des banques qui prêtaient de l'argent? Je dirais tout d'abord que je ne savais pas quoi répondre. Bon, normalement, là, j'ai des réponses pour pas mal toutes sortes de choses, mais là, j'étais dans l'incapacité de donner une réponse, on pourrait dire, intelligente ou en tout cas sensée. J'ai fait appel à deux personnalités importantes au Québec, M. Claude Belland, qui est l'ex-président des Caisses Desjardins, et M. Michel Nadeau, qui est le directeur général de l'Institut de la gouvernance des organisations privées et publiques. Et je vous résume ce qu'ils m'ont dit. Tout d'abord, une MRC ne peut être propriétaire d'une banque. Pourquoi? Bien, d'abord, c'est qu'il y a des problèmes légaux, puis il y a aussi des problèmes d'expertise. Est-ce que les MRC ont une expertise pour devenir gérant de banque ou gérant de caisse? Vous savez, dans ce monde-là, on ne peut pas s'improviser. Ça peut mal finir rapidement. Par contre, les MRC pourraient encourager des citoyens à créer une banque régionale. Ça pourrait être possible. Mais dans un tel cas, il faudrait qu'il y ait un investissement minimum de 5 millions de dollars. Si c'était non pas une banque, mais une coopérative financière, il faudrait d'abord qu'elle obtienne l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers du Québec, ce qu'on appelle l'AMF. Ça pourrait être également aussi, selon ce que mes experts m'ont dit, ça pourrait être une compagnie de prêt qui serait composée de gens bien nantis, des gens qui ont de l'argent, qui pourraient alors profiter des profits, mais aussi assumer les pertes, parce que vous savez, là, prêter de l'argent, ce n'est pas toujours payant. Vous demanderez aux gens qui ont perdu des milliards de dollars avec Donald Trump si c'est toujours payant. Donald Trump, en faisant plusieurs faillites, a fait perdre des milliards de dollars à des gens qui avaient prêté en pensant que c'était un bon investissement. Même si c'est possible, ce n'est pas certain que ce serait une bonne idée. Parce qu'il faut être conscient qu'en plus de ne pas posséder d'expertise à cet effet-là, les MRC sont d'abord et avant tout des créatures politiques. Et c'est normal que vous dire qu'il y ait de la politique, c'est ça le rôle de la MRC. Et à ce moment-là, il y a toutes sortes de maires autour de la table, puis chacun tirerait la couverte de son bord, puis c'est correct parce qu'ils sont payés pour ça. Mais à ce moment-là, il y a des projets qui pourraient peut-être avancer, être recommandés, parce que politiquement, c'est bon, mais qu'économiquement, c'est pas bon. Ça veut dire que là, ça ne serait pas une bonne idée d'aller vers ça.
Parce que vous savez, l'économie et la politique, ça ne fait pas toujours un bon mix. En conclusion, on pourrait dire qu'une MRC pourrait être un partenaire financier d'une organisation qui devrait être indépendante de la MRC. Maintenant, la suggestion de la semaine. La question de Yannick Tremblay m'a amené à faire la suggestion suivante aux MRC, qui ont d'ailleurs déjà, pour la plupart, ce qu'on appelle des fonds de développement des territoires qui ont été mis en place dernièrement et qui peuvent leur permettre de soutenir le développement local de différentes façons. Ma suggestion, ce n'est pas de leur proposer comment on devrait distribuer ces fonds-là, mais beaucoup plus comment on pourrait faire pour augmenter la cagnotte. À cet effet, je vois deux avenues qu'on pourrait emprunter là, pour augmenter les sources financières. La première, c'est un partage équitable des redevances sur les ressources naturelles. Actuellement, c'est loin d'être le cas. C'est le gouvernement du Québec qui ramasse à peu près toutes les redevances, puis il tombe des miettes un peu dans les MRC. C'est pas normal que les MRC, dont le rôle principal est de planifier, gérer et de mettre en valeur les immenses territoires qu'ils ont, et de ne pas recevoir les redevances qui sont produites à même leur propre territoire. Je crois sincèrement qu'un partage équitable, ce serait 50-50. Je pense que c'est ça qu'il faut demander. Et c'est un des éléments que je veux mettre de l'avant dans les prochaines semaines et les prochains mois. D'autre part, il y a une autre source de financement qu'on pourrait revendiquer. Il s'agit de nos fonds de pension, nos fonds de retraite qui sont gérés pour et par des gens à l'extérieur des régions. Je comprends que pour assurer un bon rendement de nos fonds de retraite, c'est qu'on ne peut pas investir juste dans les régions. Il faut investir dans différents domaines. Il faut investir aussi de façon nationale et même parfois de façon internationale pour être capable d'assurer un bon rendement. Mais actuellement, c'est que les investissements de la plupart de nos fonds de retraite en région sont à peu près l'équivalent de 0. 100 % ça n'aurait pas d'allure, mais 0 % ça n'a pas d'allure non plus. Présentement, une bonne partie de notre argent sert à mettre en valeur des régions extérieures à la nôtre. Lorsque nous verrons la couleur de ces nouveaux fonds, on pourra s'asseoir ensemble et déterminer comment on va distribuer ça, autant pour les générations actuelles que pour les générations futures. C'est ainsi que se termine notre émission. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. On aura de nouvelles actualités, de nouveaux coups de cœur et on a la deuxième partie de l'entrevue avec Pierre Curzi. Toujours des questions très pertinentes et des réponses très intéressantes.